Bonjour tout le monde, bienvenue pour le dernier talk de la journée, en tout cas dans ce track-ci. Du coup, moi je m'appelle Raphaël, je bosse au CETIC comme data / MLOps engineer / couteau suisse à tout faire. Hein. De base, je suis un dev pur et dur, j'avais fait un bac en développement en informatique et tout. Je vais faire un petit master pour gagner plus. Et puis après, j'ai plongé dans le monde de la recherche un petit peu par accident. Hein, c'était pas tout à fait ma faute, ils m'ont invité à boire des bières au soleil, j'étais bourré, j'ai signé, enfin bref. Passons. Et ça m'a permis de découvrir un monde radicalement différent. Un monde où je venais avec mes habitudes de développeur, trucs avec des tests, machin, structurés, tout ça. On passe dans le monde de la recherche où j'ai croisé des data scientists qui codent à leur façon et qui développent des modèles. D'accord, hein? Pas de blague, j'en ai vu qui gèrent leur code dans Google Drive. Hein. C'est du vrai. Bref, le but du talk aujourd'hui, c'est vous présenter deux outils. Il y en a des tonnes. Je vous présente deux outils qui vont permettre de vous faciliter un peu la vie dans l'opérationnalisation de tout ce qui tourne autour de la mise en place de modèles de machine learning. Machine learning au sens large, hein. Que ce soit un petit modèle scikit-learn ou un gros machin de deep learning. Vous voudriez même développer un nouveau LLM, ça passerait quoi? Enfin, n'exagérons pas quand même, mais il y a moyen, les idées sont là. Vous avez déjà tous un petit peu touché au machine learning ou même un peu de loin, fait un petit modèle de reconnaissance d'image avec PyTorch, un truc? Ouais, ok, super. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai très grossièrement résumé un peu le process ici. On a deux côtés, un côté data et un côté modèle, d'accord? On va partir du côté modèle pour commencer, ce sera peut-être un peu plus simple. On design une espèce de modèle, on en reprend un tout fait, on fait de l'entraînement avec des données, on verra les données après. Ça tourne, on fait plusieurs rounds, plusieurs époques, et puis on évalue, et éventuellement on retourne pour un round d'entraînement où on redesign le modèle, on va éventuellement modifier les données, enfin bref, ça peut tourner quelques fois, et une fois qu'on est content, on le déploie. On le déploie, il est utilisé par une application, parce qu'un modèle tout seul, ça ne fait pas grand-chose, il faut quand même qu'on l'exploite un petit peu. Et on va le monitorer pendant qu'il fonctionne, on va un petit peu enregistrer ce que les gens nous envoient, ce que le modèle retourne, pour voir si ça fonctionne et tout, hein. Même sur le Reddit, on ne garde pas leurs données, c'est pas ce qu'on fait toujours. En tout cas, on a intérêt pour savoir si notre modèle fonctionne correctement. Et il va être monitoré, idéalement, en continu. On sait bien qu'on ne fait pas toujours ça pour du vrai, mais on essaye. En continu. Et donc, les données qui sortent de l'application vont re-rentrer comme données d'entrée pour réalimenter une base de données ou un pipeline qui va ingérer ces données, peu importe comment elles sont gérées, qui seront ensuite réextraites, renettoyées, éventuellement corrigées si nécessaire. Je ne sais pas si vous avez vu le petit talk sur la data quality, c'était ce matin au début d'après-midi, c'est super intéressant. C'est clairement là que ça vient s'intégrer. Donc data quality transformation, et on vérifie avant de remettre n'importe quoi dans le modèle. À partir du moment où le modèle, le monitoring, ok c'est bon, on peut continuer de laisser tourner tel quel, et puis à partir du moment où on a une déviation, un problème, un truc, en tout cas le modèle ne fait plus ce qu'on lui demandait, ou il ne répond plus aux exigences de qualité qu'on attendait de lui, on va éventuellement le fine-tuner avec des données qui reviendront d'ici. On va le réévaluer, et si ça marche, on le redéploie, et on est reparti pour un tour. Les données, soit on part d'un jeu de données fixe, qu'on a téléchargé, qu'on a produit, qu'on a extrait de je ne sais où. On extrait, on nettoie, on corrige, on transforme, on vérifie si ça correspond à ce qu'on attend du jeu de données avant d'entraîner un modèle avec. Hein. Ça coûte quand même cher d'entraîner un modèle. On ne va pas gaspiller des heures de GPU, de TPU sur des données qui ne servent à rien. Et ces données, soit le jeu de données était fixe, soit c'est un jeu de données qui est alimenté par un processus qui tourne en continu. Et du coup, il va falloir remettre à jour le jeu de données régulièrement. Il sera mis la base de données de départ sera mise à jour, mais pour pouvoir courir entraîner, il faudra remettre à jour le jeu de données. Et le fonctionnement de l'application elle-même vient remettre à jour le jeu de données aussi. D'accord? Donc ça évolue dans le temps. Autant le modèle qui est réévalué, redéployé plusieurs fois, il y en a plusieurs versions qui débarquent, et le jeu de données qui est reproduit plusieurs fois, il y a plusieurs versions qui débarquent. Et du coup, vous me voyez arriver de loin avec mes gros sabots. On a des datasets partout, on a des modèles partout. Une fois qu'il y a un jeu de données qui a été produit, qu'on a produit un modèle avec, et qu'on a changé un truc d'un côté, c'est impossible de revenir sur ce qu'on avait fait avant. Et les pipelines sont manuels et lents, ça c'est, on va commencer à taper ma commande, ok, j'extrais, je transforme, je vérifie, ah non c'était pas bon, attends, je vais changer de ça, tac, tac, tac.
on fait tout à la main, ça prend une éternité et c'est impossible de revenir en arrière. Si en début de journée on avait quelque chose qui marchait bien, qu'en fin de journée ça ne marche plus, oubliez l'idée de revoir le modèle qui marchait bien du matin, c'est fini. D'accord? Donc ça c'était l'illustration là. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme version la semaine passée? Et ça c'était une illustration qui venait pour illustrer Git en fait, pour la gestion du code, mais ça marche très bien pour le reste. Donc j'avais fait un backup de mon code fonctionnel, j'ai foiré mon coup, mais c'est pas grave, j'avais un backup. J'efface le truc qui était foiré. Ah ben non, en fait j'avais effacé le bon. Et du coup je n'ai plus le truc qui était bon. Voilà. Ok. Ça c'était le problème, c'est pourquoi on parle de ça. Ok. Alors, MLOps, un peu votre cheat code là, pour essayer de vous sauver de tous ces problèmes. L'idée, ça va être de versionner à la fois vos jeux de données et vos modèles, exactement comme on versionne la version du code. Le code que vous écrivez en Python ou en je ne sais quel langage, peu importe, ça n'a aucune importance. On va le versionner dans Git ou dans SVN pour les dinosaures. Peut-être qu'il y a des gens... J'ai entendu parler que les gens de chez Facebook ou Meta, ils utilisaient encore Mercurial, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs. Il faut voir ça. Mais bref, peu importe, on va parler de Git, c'est le truc le plus courant. Et on va suivre les performances des modèles avec des outils de tracking pour vérifier que ça suit ce qu'on attend. Et on va essayer d'automatiser tous les pipelines avec des scripts de CI/CD, entre autres. Ok. Et du coup, les gens qui écrivent les scripts de CI/CD, c'est pas des data scientists, c'est généralement pas des data engineers. C'est généralement des DevOps qui sont un petit peu spécialisés dans la partie déploiement, dans la partie admin 6, mais pas trop dans la partie business de ce qu'on essaye de développer, de faire fonctionner. Je vais trop vite, je clique, voilà. Bref, bienvenue dans le chaos. J'avais expliqué, les datasets ils évoluent en permanence, on n'a pas de suivi précis des versions de données. Donc, on a, du côté du code, ça va, on a des trucs qui marchent, on a Git, on a des workflows, de déploiement, de tests, d'intégration, de déploiement continu, pas mal. Sur les données, on n'y est pas encore. En tout cas, on essaye d'y aller. Donc, vous voyez la petite illustration, ça vient de chez Gcommits avec des documents texte. Mais vous voyez comment ça évolue. C'est pareil les datasets, c'est pareil. Okay. Du coup, voilà, je propose DVC. Alors, je viens présenter deux outils, DVC et MLflow. Ce ne sont vraiment pas les seuls, il y en a plein. Ils font à peu près la même chose tous les deux, à quelques exceptions près. C'est juste ces deux-là, c'est pas les meilleurs du monde, c'est pas les pires. C'est deux jeux. Okay. Donc, pour le code, on a Git avec des repos distants, GitHub, GitLab, tout ce que vous voulez. Et le code local, pour DVC, ce sera la même chose. Ce sera une gestion de version exactement comme Git, d'ailleurs elle est basée sur Git, avec vos données qui peuvent éventuellement être poussées vers un storage à distance, d'où vous allez pouvoir récupérer les versions si vous ne les avez plus en local, et surtout si vos collègues ils travaillent à distance aussi, ils peuvent mettre vos données à jour et vous récupérez le fruit de leur travail, et c'est super. Alors, je disais que DVC se base sur Git, c'est exactement ça. Donc vous avez des données en local sur votre machine, vous les rajoutez à votre repo DVC, on verra après comment on fait, et vous pouvez les coucher dans un remote storage. Un remote storage, c'est à peu près n'importe quoi. Ça peut être un serveur de fichiers sur votre réseau local, ça peut être un bucket S3, ça peut être Google Cloud Storage, ça peut être Azure je sais plus quoi, enfin, à peu près n'importe quoi, d'accord? DVC, il va garder un petit fichier de métadonnées qui contient en gros juste le hash MD5 ou SHA-256, je ne sais plus, on s'en fout, du fichier en local sur votre machine. Et celui-là va aller dans Git, d'accord? Et on va rajouter le gros fichier de données au Gitignore pour que il ne finisse pas dans Git. L'idée, c'est que vos gros fichiers de données volumineux n'aillent pas dans Git, parce que quand vous mettez 6 Go ou 10 Go ou 50 Go de données dans GitLab, généralement, ils font un peu la gueule, surtout si le GitLab il est hébergé chez vous. Ils sont moyennement contents dans votre organisation. D'accord? Les fichiers métadonnées, ils sont stockés à côté du code, mais ils donnent tout, il y a juste un hash dedans. Donc c'est genre même pas un cas par fichier. Ok? Ça c'est le principe. Alors comment on fait? Exactement comme Git. Enfin, on initialise un repo Git, parce que si on n'a pas de repo Git, on ne sait pas versionner les fichiers de métadonnées. On fait git init. On a notre super repo Git, on fait dvc init, et hop, on a un repo dvc qui est initialisé dans le repo Git. Ok? Et donc, il l'écrit même en dessous, you can commit your change to Git, c'est magnifique.
Donc je rajoute un nouveau fichier que j'ai créé pour l'occasion, mydata.csv, dvc add, exactement comme git add, c'est exactement pareil. Il le rajoute et il nous dit encore bien que je peux rajouter mon fichier .dvc, c'est celui qui contient le fameux hash et les métadonnées, et gitignore au repo git, et parce qu'il a rajouté automatiquement mydata.csv dans gitignore. Okay, et on peut éventuellement faire de l'auto-staging si on veut. Personnellement, j'aime bien garder un petit peu le contrôle sur ce qui se passe, mais à partir du moment où vous avez un workflow qui marche bien, ça peut être sympa aussi. Alors, DVC, nos amis DVC. Alors j'avais dit pour les datasets, mais en fait, en gros, tous vos fichiers volumineux peuvent passer dans DVC aussi. D'ailleurs, si vous regardez un peu la doc de DVC, ils m'ont proposé de mettre vos modèles de machine learning exactement comme les données. Et pourquoi pas au final, hein, ça reste des fichiers comme les autres. Pour rajouter un remote, ben c'est exactement comme Git, dvc remote add, -d pour le nom de votre remote, et puis ben là j'ai utilisé un bucket S3, donc le truc d'Amazon, mais qu'on peut réimplémenter avec un serveur Minio, si vous voulez, c'est exactement la même interface, d'ailleurs DVC fait la différence entre Minio et S3, et ça va tout seul. DVC push pour pusher tout le gros bazar de données à distance, DVC pull pour le récupérer si on ne l'avait pas, et on a aussi le système de tag. On peut check out une certaine version du repo Git qui va récupérer les métadonnées correspondantes à cette version-là des données, et si on fait DVC checkout, il va aller chercher le fichier de données qui correspond à ce qui se trouvait dans le repo Git à ce moment-là. Et donc, ben, on a la gestion des données, la gestion des versions des données une par une. Pour autant qu'on pense à faire des commits et des tags assez souvent. Et à un moment, si vous ne faites pas, c'est pas fait grand-chose pour vous. Non, je rigole, mais c'est exactement ça. C'est vraiment Git pour les données et les gros fichiers, avec l'idée que les données sont vraiment stockées sur un repo de stockage de gros volumes. Donc, DVC permet aussi d'automatiser tout le pipeline en fait, de transformation de données. Alors, j'avais dit qu'il y a d'autres outils, il y a d'autres outils comme DBT, comme Flow, machin, qui permettent de faire une tonne de trucs, je ne parle pas d'eux aujourd'hui. On peut créer des pipelines avec un simple fichier YAML, où on déclare en fait les différents stages, ça c'est le nom du don, prepare, train, la commande du script à lancer, les dépendances pour ce stage-là, donc pour le stage prepare, j'ai besoin que data.data.xml soit présent et que prepare.py soit là, parce que sinon ben, il ne peut pas le lancer. D'accord. Les paramètres, ce sont les noms des paramètres que je vais passer sur ma ligne de commande, donc la seed et le ratio de split de mes datasets, et ça va me sortir un data.clean.csv, qui sera réutilisé comme dépendance dans le workflow train. Donc si j'essaye de lancer train, le stage train, et qu'il voit que clean n'est pas là, ben, il va d'abord aller lancer l'autre pour l'avoir. Okay, et ça va me sortir un truc de prédiction. L'idée ici, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut définir des étapes avec des dépendances, des paramètres, et que DVC ben, en fait, va gérer ces dépendances et passer les paramètres là où il faut directement comme il faut. Alors il va le faire comment? Ben, on va lancer une expérience, comme ben, vous avez votre premier design de modèle, vous avez des données, on va essayer avec un split de 0,8. En fait j'ai mis celui-là pour que ce soit simple et clair, mais des hyperparamètres on peut en avoir des tonnes et des tonnes autant qu'on veut. Moins pool si on doit récupérer les données à distance, et là on peut spécifier les paramètres de cette expérience-là, de ce run-ci. Et donc on va lancer, ça va donner une série de résultats, on pourra éventuellement les changer, rechanger, refaire plein d'expériences, on commit à chaque fois, comme ça on a à chaque fois le résultat qui va bien, et on peut commencer à expérimenter avec ces paramètres-là. D'accord? Donc ça c'est exactement ce que vous feriez dans votre notebook Jupyter. Hein, je change, je rerun, je change, je rerun. Mais là, on le fait là sur la ligne de commande plutôt. Alors, pour qu'on puisse rejouer un workflow avec une version donnée bien précise, eh ben, il faut qu'on puisse reproduire l'expérience. C'est cette notion de reproductibilité dont je parlais tantôt, qui est très difficile à atteindre quand on fait tout à la main. On a DVC repro, et là, il reproduit un stage en particulier. Donc, l'idée, ça va être de récupérer la version du code et des données qui correspondent, qu'on aura taguées au préalable, et puis on rejoue l'expérience telle qu'on l'avait jouée à ce moment-là, avec la version des données qui va bien. S'il y a des dépendances qui ont changé, donc si par exemple, entre-temps, j'avais bidouillé quelque chose dans mes données, je n'avais pas récupéré
le bon dataset, ou simplement le jeu de données qui avait été produit a disparu parce qu'il n'était pas il n'a pas été stocké et qu'il doit être reproduit. Eh ben, tout ce qui a changé, tout ce qui est nécessaire à la reproduction de ce stage-là en particulier, sera rejoué aussi avant d'y arriver, d'accord? Pour vraiment avoir les étapes qui soient reproduites exactement avec les mêmes versions du code, les mêmes versions des données, et dans le même ordre, avec les mêmes paramètres, tout qui va bien, comme avant. Okay, si rien n'a changé, ou si quelque chose n'a pas changé, si votre dataset de départ n'a pas changé, ou s'il y a un petit truc là qui servait dans le lot qui n'a pas été modifié, eh ben, il ne sera pas rejoué. On va détecter que c'était toujours le même, et on va éviter de refaire tourner tout le code qui permettait de le générer, parce que ça ne sert à rien, il n'a pas changé. Il a été tagué, on a le hash, on sait que c'est identiquement le même, il n'y a pas besoin de le relancer, donc on ne le relance pas, c'est du temps perdu. Ce serait du temps perdu. On gagne du temps. Okay, donc, il rejoue tout ce qui a changé, tout ce qui est nécessaire, les dépendances qui ont changé, on rejoue tout, on récupère exactement le même résultat qu'à la version à laquelle on était. Okay, alors, je parle particulièrement de DVC ici parce que je le trouvais pas mal foutu pour ça. MLflow a un principe qu'ils appellent les recipes qui sont à peu près la même chose. Je ne le présente pas ici dans la présentation, après je vais faire plusieurs comparaisons MLflow DVC. Sinon, j'en ai pour la journée entière. Mais voilà, donc si vous vous accrochez vraiment à MLflow par la suite, c'est un très bel outil aussi, pensez que ce n'est pas exclu de refaire la même chose avec MLflow. Pardon. Donc, je parle un peu vite. Le tracking des expériences, j'avais dit, on change les paramètres, on commit, on réessaye, on commit, on réessaye. Et ben, il y a un moment où on finit par se dire, tiens, tantôt ça marchait mieux, mais je ne sais plus où j'en étais. Donc il faut traquer tout ça. Alors plutôt que d'aller le traquer dans votre fichier Excel ou Google Sheet et commencer à noter tous les résultats à la main, il y a moyen d'automatiser tout ce tracking aussi, pour se simplifier un petit peu la vie, tout simplement de ne pas devoir commencer à noter et comparer tout à la main. Et donc, aussi bien DVC qu'MLflow proposent des outils. Donc ça c'est le résultat, je vous montre comment on fait après. Vous avez vos rôles, c'est pas grave si vous ne savez pas lire, mais en gros l'idée c'est que vous avez la date, vous avez les métriques. Les métriques c'est la fonction de l'os, le F1 score, l'air sur la courbe, ce genre de truc. Ce que vous voulez en fait, hein, en gros. Ok, super. Ce que vous voulez, vous traquez toutes les métriques que vous voulez et elles sont là, elles sont affichées sous forme de petits graphiques, des machins de précision, recall, tout ce que vous voulez. Et c'est joli, c'est comme ça que vous pouvez comparer vos expériences. MLflow propose la même chose. Alors maintenant ils ont introduit un fond sombre aussi, hein, parce qu'au départ c'était un truc de psychopathe qui travaillait sur fond clair. Mais voilà, même principe, on a les vols, on a les paramètres qui sont sur les différents axes et les résultats qui sont en couleur. Je vais me casser la figure, on reste poli. Qui sont là, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait? Il y a à chaque fois une petite version manuelle où on log manuellement le nom de la métrique et sa valeur, et à chaque fois une version automatique. Avec donc, pour DVC, on a un DVC Live Logger, on lui donne le modèle et on entraîne, et il va automatiquement aller rajouter des hooks dans le code pour aller traquer les métriques. MLflow, même principe, on a une version manuelle ou un autologger. MLflow c'est encore plus simple. Si c'est un des frameworks qui est connu, style PyTorch, TensorFlow, Scalar, des choses ainsi, vous mettez autolog et il n'y a plus rien à faire, il fait tout tout seul, c'est magique. Ça, c'est la registry. Donc, j'ai oublié d'introduire le concept, d'accord? Donc, quand vous sortez de là, vous avez un modèle que vous pouvez enregistrer dans une base de données modèle avec sa version aussi. C'est ce qu'on appelle la modèle registry. Donc, le registre des modèles. Et ben voilà. Donc, DVC permet de le faire. Alors, pas nativement. Enfin, si, vous pouvez lui dire de le faire, mais vous n'avez pas vraiment de manière d'aller les consulter facilement. Ils ont fait une belle interface web qui s'appelle DVC Studio, qu'il faut rajouter en plus sur le côté, mais qui va se baser sur un repo DVC, qui va vous permettre de voir et d'enregistrer vos modèles. Et MLflow a le même principe, sauf que MLflow, tout est intégré. Vous allez dans les modèles, une version, vous pouvez les taguer, ça c'est mon champion du moment. Created by, la seule tag si vous voulez. L'idée qui est vraiment que vous ayez... C'est un... Vous connaissez Hugging Face? C'est la version ultra light de Hugging Face pour vos modèles. D'accord? Donc ici on a Iris et Emnis, on a deux types de modèles et différentes versions de chaque. Ben voilà, ils sont là. Alors, comment est-ce qu'on enregistre un modèle dedans? Eh ben,
Avec DVC, c'est live.log artifact, on lui donne le modèle pickle. Avec MLflow, c'est log modèle et on lui donne l'objet du modèle et c'est enregistré automatiquement dedans. C'est très beau, ça va tout seul. Alors on peut rajouter quelques métadonnées qui vont à côté, hein, le nom, la signature. Ça vous voyez un petit peu en fonction de ce que vous avez envie ou besoin d'enregistrer, mais l'idée c'est que vous pouvez stocker les différentes versions de votre modèle. Alors pour les réutiliser, une fois qu'ils sont dans la registry, c'est bien beau, mais s'ils restent là et qu'on ne sait pas en faire grand chose, ça ne sert à rien. Donc on va pouvoir les utiliser. Donc à nouveau, il y a une API qui permet de le faire. Chez DVC, c'est API.read, on lui donne le pass vers le modèle et on le reload. Là, MLflow, c'est Python Cloud, c'est si on veut charger un truc de une fonction Python générique, mais ils en ont pour PyTorch, pour TensorBoard, etc., TensorFlow, pardon. Et l'autre modèle, on lui donne une pseudo-URI du modèle avec le nom de modèle et son alias, et c'était le champion qu'on a vu tantôt. Et on peut faire la prédiction directement dessus, il est chargé, et l'objet est directement utilisable dans votre code Python. OK? Donc ça, c'est si vous devez retravailler dessus, encore en mode dev, j'ai envie de dire. C'est pas forcément la version comme ça que vous allez les utiliser en prod. Sauf si vous devez changer souvent de modèle, que vous voulez pouvoir switcher d'une version à l'autre dans votre application, vous pourriez utiliser ce système-là aussi. Mais voilà. Mais pour le déploiement, alors là, DVC commence à... Ils y travaillent, franchement, ils sont super actifs. Toutes les semaines, ils sortent des nouveautés. Mais là, sur le déploiement, MLflow est un petit peu en avance. Ils ont un système pour faire de l'inférence locale, où en gros, ils démarrent un petit serveur Flask qui ouvre une API avec directement la bonne structure de données en entrée et en sortie pour votre modèle. C'est inféré à partir des entrées et des sorties du modèle. C'est pas mal, c'est beau, c'est propre. Si vous voulez le faire un peu plus costaud, il y a moyen de le lancer avec ce qu'ils appellent leur ML server, c'est le serveur de Seldon-Core, qui permet d'avoir un truc un petit peu plus robuste, mais le principe est exactement le même. Ça ouvre une API en HTTP que vous pouvez interroger, sur laquelle vous pouvez récupérer des résultats. Et si vraiment vous voulez lancer un truc sur en bazar un peu plus mascotte, vous pouvez lancer directement, créer des conteneurs Docker et les envoyer sur des services d'hébergement comme un cluster Kubernetes ou Azure ML, Amazon SageMaker ou évidemment Databricks, parce que c'est Databricks qui sponsorise le développement de MLflow. Et DVC sont sponsorisés par Iterative. D'accord? Enfin, sponsorisés. C'est eux qui ont lancé l'initiative, puis en fait ce sont des projets open source. Mais forcément, Databricks va avoir tendance à favoriser sa plateforme. Et voilà. Mais pour l'instant, DVC sont encore en train d'y travailler, il n'y a pas de vrai système de... Enfin, ils font des trucs, hein, mais le fait de pouvoir créer un conteneur Docker en faisant juste MLflow Docker avec le nom de votre modèle, un truc comme ça, c'est quand même vachement pratique. D'accord? Alors, on arrive tout doucement sur la fin. La glue entre tous ces trucs-là, eh ben, ce seront des petits scripts de CI/CD qui vont en fait juste lancer des commandes en ligne de commande qu'on a vu avant pour automatiser. Donc, quand je vais faire un push d'une nouvelle version de mes données, on va pouvoir relancer les stages automatiquement, on va pouvoir relancer le script de training, d'évaluation, de déploiement, et tout ça va pouvoir être facilement automatisé, puisqu'en fait, les étapes compliquées sont prises en charge par les deux outils, ou un autre, et en fait, il y a juste le lancement des différents scripts qui va être intégré, soit via GitHub Action si vous travaillez avec GitHub, ou GitLab CI/CD si vous travaillez avec GitLab, ou vous pouvez utiliser d'autres outils, Apache Airflow, c'est un gros orchestrateur qui permet de lancer plein de jobs de toutes les sortes. Vous pouvez même l'utiliser pour créer vos pipelines de données au final, si vous voulez. Vous pourriez avoir un appel à Airflow depuis DVC. Si vous avez un gros pipeline, c'est peut-être tout à fait justifié. Voilà. Donc en conclusion, j'arrive un petit peu sur la fin, je crois un petit peu à l'avance, mais peu importe. L'idée c'est de pouvoir versionner tout, vos données, votre code, vos pipelines, les résultats, tout. Et quand vous travaillez sur le tout, en fait, on essaye d'automatiser au max tout ce qui est possible. Et surtout ce qui est pénible, ce que vous devez refaire à chaque fois. Et c'est là que vous allez faire des erreurs, c'est là que vous allez oublier des trucs. Et c'est là que ça vaut la peine de prendre le temps d'automatiser. On dit, mais j'ai pas le temps, je dois faire mes trucs et tout. En fait, en général, ça prend peut-être 4-5 fois le temps de le faire une fois, d'automatiser. Et puis une fois que c'est fait, en fait, le temps il est regagné en une journée ou deux. Enfin, ça dépend de ce qu'on automatise, évidemment. Mais voilà.
Et si je ne me trompe pas, je crois que je suis sur la fin là. Oui, c'était la fin. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, je suis tout oui.